Bon, alors, aujourd'hui, Manière de penser, volume 2, ou comment nous construisons, la plupart du temps de manière inconsciente et avec un héritage dont nous n'avons pas forcément conscience, l'architecture de notre intelligence, l'architecture de notre manière de mettre en mots, en signification, en raisonnement, en opinion, nos pensées. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur un texte de Marcel Mauss qui s'appelle « Une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi », dont je vous signale qu'il est disponible sur l'EPI avec un ensemble d'autres textes, c'est-à-dire, par exemple, tous les extraits du manuel sur les auteurs qu'on est susceptible de mobiliser pour vous interroger lors du devoir sur table pendant la période des examens. Voilà. Fin de la parenthèse. Aujourd'hui, nos manières de penser. Nos manières de penser. Comment nous construisons discrètement nos manières de penser à partir d'un article de Marcel Mauss, daté de 1938. Voilà. Alors, en guise d'introduction, avant d'en venir au texte, simplement partager avec vous d'abord la banalité du choc qu'on peut ressentir face à des manières de penser qui sont radicalement différentes des nôtres. Qu'est-ce que c'est que cette différence ? On pourrait même dire cette mésentente. C'est lorsque on est confronté à une manière de penser qui ne permet pas le conflit, qui ne permet pas de s'engueuler. Quand on est confronté à une manière de penser dont il est évident qu'elle a des fondements tels que nous ne la comprenons pas du tout. Si vous croisez quelqu'un qui a des opinions politiques radicalement différentes des vôtres, vous pouvez toujours vous engueuler avec, parce que les termes du débat seront les mêmes, ou bien que les conflits sur les termes du débat vous seront connus. Il existe des différences dans les manières de penser telles qu'il est difficile d'argumenter tant on a l'impression, et c'est assez violent d'ailleurs, que les intelligences divergent et sont confrontées à une forme d'incommunicabilité. Alors, ça peut surgir à tout sujet, mais je voudrais commencer par le plus trivial. Je suis passé ce matin devant une affiche de cinéma où il était écrit Black Adam, le monde change, les héros aussi. Bon, Black Adam, c'est le titre. Les héros aussi, on vous indique qu'il va y avoir un nouveau héros. Mais ce qui doit normalement soulever l'unanimité des gens qui regardent, enfin des victimes, des cibles de la publicité, c'est la formule « le monde change ». Vous êtes d'accord, le monde change. Est-ce que vous vous rendez compte combien sont rares les humains qui, à l'échelle de l'histoire de l'humanité et de la planète, ont pensé une chose pareille ? Pour l'essentiel, tout le monde a toujours pensé que le monde ne change pas, le monde est ce qui ne change pas. Et quand ça change, c'est la fin du monde. Ou alors c'est un bouleversement radical. Mais on a toujours considéré que le monde, c'est la chose la plus stable. Alors dans un premier temps, en Occident, on a commencé à dire, il ne faut pas que les sociétés demeurent ce qu'elles sont, il faut qu'en adhérant à une idéologie du progrès, elles deviennent ce qu'elles ne sont pas encore. Déjà, première rupture. Dans un monde stable, l'humain, lui, va être instable. Vous vous rendez compte que, par exemple, dire « le monde change », c'est s'arracher au paradigme d'une nature immuable. Mais non, le monde change. Et puis, progressivement, au lieu de dire que le monde n'est que ce qu'on en pense, on s'est mis à penser que le monde n'est que ce qu'on en fait.
Et ce faisant, alors oui, effectivement, de même que les sociétés humaines, le monde change. Mais dès lors qu'on déploie ce mode de pensée-là, alors on n'a plus aucun élément stable à l'extérieur auquel raccrocher l'idée d'une pérennité sociale. Si même le monde est instable, alors il est naturel que l'activité humaine soit totalement instable. Peut-être vous êtes-vous déjà confronté à une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père, considérant que la douleur est bonne parce qu'elle forge, que la maladie a une source morale, et que c'est parce que des gens étaient comme ci ou comme ça qu'ils ont attrapé le cancer du sida, que, je ne sais pas moi, il existe une nature de la femme et une nature de l'homme. Vous pourrez trouver comme ça de nombreux sujets qui font surgir dans la conversation quotidienne des manières de penser radicalement différentes, qui changent des notions très importantes, comme par exemple le genre, le nombre, la quantité, la qualité, le temps, etc., etc., etc. Et dans lequel il dit, mais oui, mais si tu penses ça, je ne peux pas discuter avec toi. Effectivement, c'est précisément ça. C'est précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je lisais cette semaine des textes d'un anthropologue français qui s'appelle M. Descola. Et M. Descola, qui est l'auteur très connu de Par-delà nature et culture, mais de bien d'autres ouvrages, répète dans plusieurs ouvrages une espèce de ce que j'appellerais un point d'orgueil des ethnologues et des sociologues, mais il le dit avec beaucoup de sincérité. Pour lui, on devient anthropologue lorsque on part à l'étranger pour un terrain au minimum 3 mois, peut-être plusieurs années, écrit-il, et qu'on se confronte à des manières de penser radicalement différentes. Et c'est vrai que c'est un exercice particulier parce que, aussi bien, on est relativement habitué à observer des manières de danser différentes selon les populations, ça ne nous choque pas, ça. Des manières de s'habituer différentes selon les lieux, des manières de croire, des manières... mais les manières de penser, quand même, on imagine que c'est universel. Il y a quelque chose de très douloureux dans le fait de rencontrer une résistance à l'échange de pensée, parce que les architectures qui se rencontrent à cet endroit-là présentent des facettes par lieu d'incompatibilité. Et en miroir, ça nous oblige à considérer que la manière dont nous pensons est construite, est élaborée socialement, dépend du lieu et du moment de l'histoire dans lequel on se trouve. En d'autres termes, que notre manière de penser est un sol instable et travaillé collectivement en permanence. Et en d'autres termes, on pourrait suivre Descola en disant qu'on devient réellement sociologue ou anthropologue, ou disons doté d'une sensibilité sociologique, à partir du moment où on a fait cette rencontre de l'altérité radicale, d'un côté, on a interrogé ses propres catégories à partir de celles qu'on a observées, et puis pour ainsi dire qu'on a appris à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas violenté par cet examen de valeurs extérieures aux nôtres, étrangères aux nôtres, qui pourrait verser soit dans une intégration nouvelle, un arrachement à son ancienne socialisation pour une nouvelle socialisation à travers un terrain, ou alors à une forme de relativisme culturel disant que toutes les valeurs se valent, etc., etc. Dans le fond, on devient sociologue et ethnologue quand on sait qu'il faut étudier les valeurs sans jugement de valeur, que par ailleurs, on a ses propres valeurs auxquelles on est attaché parce qu'on y est attaché et pas pour d'autres raisons. Pas parce que ce seraient les seules, pas parce qu'elles sont absolues, pas parce qu'elles sont absolument vraies ou supérieures ou antérieures, mais parce qu'on veut faire société. Et que c'est pour ça qu'on y tient. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'un monde, à travers la question de savoir s'il faut changer le monde ou pas, si le monde change
si le monde est un principe stable ou instable. Vous voyez l'ensemble des actions sociales qui sont présidées par cette notion que le monde est quelque chose d'instable, sur lequel il est légitime d'agir et de le transformer. Nous vivons dans une société dans laquelle, en nous occupant de nos poubelles, nous disposons du droit au réagencement du monde. C'est bien, c'est pas mon problème, c'est exceptionnel. Et c'est à peu près aussi fou, du point de vue de l'organisation d'une culture, que les Orphiques qui mangeaient des graines pour rétablir le corps de Dionysos, dépecé par les titans. Alors, après avoir fait cette petite introduction à notre thématique, on va rentrer dans le texte de Marcel Mauss. Alors Marcel Mauss commence par nous dire la chose suivante, comme précaution méthodologique avant d'aller plus loin. On va étudier les notions de personne, on va étudier la notion de moi, telle que développée dans de nombreuses sociétés. On va les étudier de manière horizontale, en quelque sorte, uniquement comparative. Même quand on va faire l'archéologie de notre propre notion à travers l'histoire, de Rome à aujourd'hui, en passant par la religion chrétienne, les Lumières, etc., on ne fera pas de jugement évolutionniste sur la qualité des notions. On ne dira pas que notre notion de personne est supérieure à celle des Romains. On dira simplement que la nôtre est dérivée et que celle des Romains est plus ancienne, point. Et à travers cette comparaison, on essaiera d'affiner notre compréhension de cet outil qu'on a pour penser l'individuation. Et la deuxième précaution est relative à ça. Tous les individus humains dans l'histoire de l'humanité ont eu un sens, on pourrait dire une conscience, de leur individuation psychique et corporelle. Voilà. C'est un donné humain de base. Un humain, c'est quelque chose qui a un sens de son individuation physique et psychique. Bon. Mais toute société qui se constitue produit une définition différente, nourrit différemment ce vécu humain universel. Et donc va produire des notions, des concepts, des manières de penser l'individu différentes. Et là-dessus, il fait une remarque, avant de commencer son examen de la nôtre, notre conception de la notion de personne et de celle de moi. Il nous dit, des sociétés humaines ayant pensé une telle indépendance de la conscience individuelle, en gros, indépendant par rapport à tout, sauf par rapport à Dieu, voire, pour certains athées, indépendante à tout, vis-à-vis de tout. Une telle conception est rare, elle est exceptionnelle. La plupart des sociétés humaines ont développé des notions de personne et de moi, liant, c'est même difficile à exprimer dans nos représentations actuelles, liant le moi, la notion de personne, à un collectif, à une structure de pouvoir, à une hiérarchie, etc., à des moments de la vie sociale. Bon, et à ce sujet-là, une dernière précaution qu'il prend avant de démarrer, nous ne faisons ni psychologie ni linguistique. C'est-à-dire qu'on considère un type de fait. Qu'est-ce que c'est que ce type de fait? C'est la manière dont les sociétés interprètent cette donnée de conscience qui est le sentiment, le sens de l'individuation physique et psychique, mais travailler sur ce que vivent les individus, ce que pensent, ressentent les individus par rapport à cette donnée-là, c'est de la psychologie, ça ne m'intéresse pas. Travailler sur comment l'histoire a forgé les mots, ça ne m'intéresse pas non plus.
Je vais regarder les significations. Comment est-ce qu'on a déployé des significations pour parler de l'individuation physique et psychique à l'intérieur de cultures que je vais considérer comme des systèmes de signification, organisés par des logiques sociales. Je ne cherche pas à savoir s'il n'y a qu'une logique sociale à l'œuvre, je ne suis pas structuraliste. Je ne cherche pas à produire un effort pour purifier la logique de tout élément social. Je ne suis pas Aristote produisant des catégories de l'entendement. Ou Frege en train d'essayer de créer une pensée formulaire de la pensée pure. Au contraire, on s'intéresse à l'interprétation, à toutes les manières dont les cultures, en tant que système de signification organisé, ont interprété ce donné de l'expérience humaine qu'est le sens, la conscience de son individuation physique et psychique. Bon. Et si on considère Aristote, qui est immédiatement cité dans le texte de Mauss, et un binôme Durkheim-Mauss, on pourrait dire Platon-Aristote et Durkheim-Mauss, mais attention, Aristote et Durkheim-Mauss, comme des penseurs qui se situent en quelque sorte dans des temps de fondation d'une discipline. On a une discipline qui, tout en s'intéressant à la nature, à l'éthologie, etc., cherche à produire une théorie de la connaissance qui arrache la connaissance au social, qui l'expurge de toute trace de pollution sociale, qui essaye de la rendre la plus pure possible, là où inversement, la tradition sociologique va tenter de comprendre au maximum le caractère social des logiques observées. Alors, une fois qu'il a introduit son propos, Marcel Mauss commence une espèce de traversée extraordinairement rapide à travers le monde, les cultures, et notamment à travers des sociétés amérindiennes et australiennes, dans laquelle il relève les manières de désigner l'individu, de nommer l'individu, et dans laquelle il observe que la plupart du temps, on nomme l'individu en fonction de sa place dans un système clanique, et non pas par sa singularité ou ce qui ferait de lui un être radicalement unique, singulier. Il observe aussi comment les manières de nommer changent avec le cours de la vie sociale. Comment dans telle société amérindienne on s'appelle d'abord petit taureau vaillant, grand taureau solide, énorme taureau fougueux, taureau un peu moins fougueux qu'avant, taureau vraiment plus du tout fougueux du tout, et taureau assis, Sitting Bull. C'est ça l'histoire du nom du chef indien Sitting Bull. C'est qu'à la fin il était vieux et fatigué, donc on l'appelait comme ça. Il observe comment on peut aussi appeler selon des temps de la vie, comme par exemple celui qui a attrapé son premier cheval, celui qui a chassé son premier bison, etc. Mais même plus précisément, celui qui joue tel rôle dans telle cérémonie. Comme le jour d'un mariage, on peut être le témoin, et plus porter son nom et son prénom, mais n'être que les témoins, ou les époux. Simplement là, ça serait appliqué à tous les éléments de la vie sociale, à tous les événements, pardonnez-moi, de la vie sociale. Et après ce petit aperçu de la manière dont le social peut en quelque sorte préempter la manière de nommer, il se rapproche de système qui lui semble à l'origine de notre conception des notions de personne et de moi, à savoir le système romain, et le système romain avant la République romaine. Alors il fait un passage qui fait une demi-page sur les Indiens et les Chinois en nous disant que, par exemple, chez les Indiens, dans l'hindouisme et surtout dans le bouddhisme, la notion de je, de aham, d'ego, en latin,
c'est vraiment ce dont il faut se débarrasser, c'est ce qui est sale, c'est ce dont il faut s'expurger, parce que c'est du domaine de l'illusion. Bon, peu importe. Et comment la notion de Ming en chinois est une notion collective. Bon, je ne m'appesantis pas là-dessus, je reviens directement sur la naissance de la notion de personne dans le droit romain, et au début dans la pratique religieuse romaine. Marcel Mauss nous dit, c'est un héritage des Étrusques très probablement, mais les premiers Romains, et parmi les premiers Romains, les membres des grandes familles, les plus nobles, les plus puissantes, se rassemblaient pour des événements religieux, puis progressivement aussi pour des événements politiques, en portant un masque. Et ce masque s'appelait justement la persona, qui n'a rien à voir, selon Marcel Mauss, avec personare pour faire du bruit, mais beaucoup plus probablement avec la notion de personnage, de visage, de prosopone chez les Grecs, enfin peu importe. On appelle persona, dans la Rome qui précède la République romaine, le masque que portent certains nobles lors de cérémonies religieuses, puis à l'occasion de certains rassemblements politiques, notamment les réunions du Sénat. Sénat dans lequel se rassemble toujours un ensemble de masques, c'est-à-dire un ensemble de personnes, les personnes représentant l'aïeul, l'ancêtre sacré de la gens, de la famille, qui perpétue sa présence à l'Assemblée à travers le fait qu'on porte ce masque. Et cette personne, au début uniquement possédée par des nobles, ne désignant que des nobles, seuls les nobles avaient la personne, puis ensuite tous les citoyens, mais jamais les esclaves. Les esclaves n'ont jamais eu accès à la personne. Cette notion de personne, elle s'incarne dans le troisième nom. Chez les latins, on a le prénom, le praenomen, le nomen, qui est le nom de la gens, et le cognomen, qui est le nom de l'aïeul sacré, qu'on met en valeur. Le masque, quoi. Celui qui est là quand on représente la totalité de la famille. Et progressivement, donc cette qualité-là, cette qualité de posséder une personne, qui donne à la fois le droit de représenter sa famille et de participer à l'élaboration du droit, cette notion-là est progressivement élargie à une autre caractéristique qui est d'être un sujet d'imputabilité du droit. C'est-à-dire que quand tous les citoyens deviennent personnes, quand tous les citoyens acquièrent la qualité de personne, ils deviennent immédiatement sujets d'imputabilité de droit. Contrairement aux esclaves, on peut leur imputer leurs actes. Vous savez ça, que dans le droit romain, si un esclave commet un méfait, c'est le maître, le propriétaire qui sera imputable, c'est à lui qu'on pourra imputer l'acte. De la même manière que si votre animal domestique commet un forfait, c'est pas l'animal qu'on va punir, c'est vous. Et théoriquement, c'est pareil pour un enfant. D'accord ? Donc, l'esclave garde le statut d'objet, ou d'enfance, mais surtout d'objet, quand la totalité des citoyens acquiert ce sujet d'imputabilité. Première construction de la notion de personne, c'est marrant, hein, c'est un double aspect, c'est celui ou celle qui peut représenter sa famille, qui peut présenter à la face de la société quelque chose de plus que ce qu'il est, réclamer pour lui-même la reconnaissance de quelque chose de plus que ce qu'il est, c'est ça une personne. Et simultanément, c'est quelqu'un à qui on peut imputer ses actes. En fait, on pourrait dire assez simplement, c'est un sujet de droit et un sujet social si, du moins, on accepte le mot social pour décrire une réalité essentiellement familiale à l'échelle de la gens, de la famille élargie. Alors, l'étape suivante, c'est un texte assez étrange de Marcel Mauss parce qu'il est à la fois assez génial, procède d'une intuition extraordinaire. Il est très court. Vous pouvez le lire
je sais pas, en 1 heure et demie, enfin, c'est vraiment un texte court, c'est une conférence en réalité, qui a été transcrite en article en 1938, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier très rapidement. Il passe ensuite, chapitre suivant, à la notion, à l'évolution, pour le dire encore autrement, à l'impact de la religion chrétienne sur la notion de personne. Et pour le dire encore plus rapidement que Mauss, la religion chrétienne va importer l'universalité à la notion de personne et la faire glisser aussi vers la notion de moi à travers une notion d'intériorité. Alors par quoi ça se joue? Ça se joue autour de la notion d'âme. Voilà. Or, à partir du moment où on considère que tous les humains ont une âme, qu'on est même défini en tant qu'humain parce qu'on a une âme, dès lors, tous les humains sont sujets d'imputabilité face à Dieu, tous les humains ont une forme d'intériorité dans le dialogue qu'ils peuvent avoir avec Dieu, leur culpabilité, etc., leur rédemption intérieurement. Et à ce moment-là, on a en quelque sorte quasiment les traits du moi moderne, mais il y manque encore quelques petits éléments. On a d'un côté une substance rationnelle individuelle, pour le dire dans des termes de la théologie du Moyen-Âge, et de l'autre côté, une entité individuelle sensible. Qui sera sujette aux appétits coupables, qui sera susceptible d'avoir peur, d'avoir du courage, de la force, d'avoir des vertus. Donc on a vraiment l'être sensible et l'être rationnel, maintenant bien individué, avec une forme d'intériorité. L'étape d'après, d'après Marcel Mauss en tout cas, c'est celle qui sera développée par d'abord les philosophes, puis les psychologues, et qui vont doter la personne de l'intériorité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, de sa complexité en tant que sujet sensible, jusqu'à, dernière virgule apportée par la psychanalyse, doter le moi, chaque personne étant dotée d'un moi, n'est-ce pas, d'un inconscient, qui serait une espèce de petit démon individuel, en tout cas comme ça que l'entend le sens commun, une espèce de reflet inverse ou étrange, étonnant, inconnu, obscur, du fond de l'âme, qui viendrait vous transformer. C'est pas du tout la conception freudienne de l'inconscient, mais c'est celle en tout cas que nous avons acquis. Mais il y a une maternelle à côté ou c'est Tolbiac? À votre avis? Oh, il y a peut-être une sortie de classe ou quelque chose comme ça. Parce que parfois vos collègues sont dissipés, mais pas à ce point-là. Donc, on a ainsi, à travers l'histoire, la construction du concept moderne dont on dispose pour parler de soi, et plus précisément, pour désigner ce qui est vécu. Ce qui est vécu à travers le prisme toujours d'un sens de l'individuation physique et psychique. Alors, vous voyez comment, à travers un très bref aperçu historique de la genèse d'une notion, on peut imaginer ce que pourrait être notre perception du moi.
Par exemple, quelque chose de collectif. Excusez-moi, c'est très troublant. Je ne sais pas vous si ça vous... Bon. Puis il y a le doute. Non, ça c'est des gamins quand même. Donc, le pas qu'on passe avec Marcel Mauss, si vous voulez, c'est une capacité à mener une enquête sur des notions, des représentations qui agissent à l'intérieur de notre intelligence sans qu'on soit en capacité habituellement de les questionner. J'y reviens, mais parce que je ne suis pas sûr que vous ayez compris la lourdeur des choses qui sont en jeu dans ce petit exemple tout simple que j'ai pris au départ. Vous avez de la chance que j'ai vu cette affiche, parce que sinon j'étais reparti sur des horreurs qui ont pu me choquer dans des terrains, le premier choc initiatique qu'on a pour entrer face à la différence. Le monde change. Vous savez que ce débat a déjà eu lieu sur est-ce que le monde change ou est-ce que le monde ne change pas. Est-ce que le monde est organisé? Est-ce qu'il est immuable? Est-ce qu'il est mu par une providence divine? Ou bien est-ce que c'est le bordel? C'était le débat, par exemple, qui a pu opposer les épicuriens à leurs adversaires, sachant que eux niaient l'existence d'une providence divine, d'un monde organisé, d'un monde qui serait soit immuable, soit seulement changé par les éléments d'une providence divine, et eux ont inventé un truc qui s'appelle le clinamen. Vous savez ce que c'est le clinamen? Le clinamen, on va appeler ça un principe de bazar. Donc, ils disent la chose suivante, les épicuriens: le monde est organisé par des atomes qui sont ordonnés, mais partout à travers la matière, il y a des petits éclairs, on appelle ça le clinamen, qui vient mettre le désordre, le bazar, là-dedans. Bon. À cette vision-là, par exemple, des stoïciens diraient: mais non, jamais de la vie, je ne veux pas penser comme ça. Je préfère que, quand bien même le monde serait sans Dieu et bordélique, penser qu'il y a des dieux qui organisent, parce qu'ainsi je peux construire ma conduite par rapport à ça. Les épicuriens disaient: ben non, c'est le hasard, et l'histoire de la planète, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de la matière en tant qu'elle est désordonnée, hasardeuse et chaotique. Voilà. Bon. C'est à peu près dans la même veine que Karl Marx s'engage quand il produit sa théorie sur le matérialisme historique. C'est pour lutter contre l'idée qu'il existe une providence divine qui organise la totalité de l'existence. Bon. Ou que ce seraient des idées qui font l'histoire, des grandes idées, etc. Ce qui serait un faux-nez pour la bourgeoisie selon Marx. Marx veut montrer qu'il y a une histoire matérielle qui se produit. Pour vous le dire autrement, dans cette simple phrase, le monde change, ou alors le monde bouge, c'est pas le slogan du CIC? Et c'est quoi la suite de la phrase? Le monde bouge et quoi d'autre? La banque d'un monde qui bouge? Voilà, non, voilà. Il faut que vous soyez capable d'apercevoir, à cet endroit-là, comment on mobilise des choses qui sont profondes. On n'est pas simplement en train de vous dire que « ah tiens, le monde a bougé ». On est en train de vous dire que dans vos catégories pour penser ce qui est, ce que vous vivez, on a ôté toute possibilité de stabilité. Il n'y a pas de lois naturelles immuables qui se manifestent dans un monde immuable. Il n'y a que de la transformation permanente tout azimut. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais voir avec vous sur Mauss, c'est-à-dire cette capacité à mener l'enquête sur des éléments discrets la plupart du temps, mais qui structurent toute notre capacité à penser et notre sensibilité aux choses par ailleurs,
et qui évoluent sans qu'on puisse les négocier directement, parce que la plupart du temps, ils évoluent de manière inconsciente. Alors, je voudrais maintenant revenir sur ce qu'on fait ce semestre, parce que la semaine dernière, il est où? Donc il est. Un jeune homme a eu l'audace de me dire, en sortant du cours, et grâce lui en soit rendu, dites donc, sur le groupe WhatsApp sur lequel on échange sur le cours, on trouve qu'on est un peu paumé quand même. Donc, ça n'est pas tolérable, remettons en place les choses. Pour vous le dire simplement, dans le cadre de ce cours magistral-ci, là, mon but et ma mission sont les suivants. Vous donner à connaître les théories, les outils conceptuels, les méthodes développées par 4 auteurs, pas plus. 2 fondateurs d'écoles de sociologie différentes, l'un en France, l'autre en Allemagne, Emil Durkheim, Max Weber. 2 auteurs importants pour comprendre l'ethnologie, n'est-ce pas, Marcel Mauss et Bronislaw Malinowski, avec un certain nombre de concepts associés à eux, et je pourrais vous les lister la séance prochaine si vous voulez. Et par ailleurs, pour muscler un peu le volet ethnologie, un film sur l'anthropophagie rituelle chez Tupinamba et un film sur, on pourrait dire, des pratiques d'animisme, d'animation du monde, le fait de donner de l'âme au monde, de Jean Rouch, qui s'appelle « Les hommes qui font la pluie ». Toutes ces ressources sont disponibles sur l'EPI maintenant. Au lieu d'aligner l'un après l'autre les règles de la méthode sociologique chez Durkheim, le suicide de Durkheim, les formes alimentaires de la vie religieuse chez Durkheim, puis Max Weber 1, 2, puis 1, j'ai décidé d'essayer de vous proposer un cours qui fasse quelque chose comme le tour, en tout cas, donne un éventail le plus large possible de ce qu'une sensibilité sociale peut être. Voilà. Les manières de croire, les manières de penser, les manières de sentir, les manières de sentir et d'agir son corps, et d'apprendre à se servir socialement, à se servir de son corps. D'ailleurs, on travaillera là-dessus la semaine prochaine. Les manières d'échanger. Qu'est-ce que c'est que l'échange? Une fois qu'on pense, qu'on croit, qu'on sent, qu'on utilise, comment est-ce qu'on échange? Comment est-ce qu'on intègre? Comment est-ce qu'on exclut? Comment est-ce que on donne de la même chose, l'activité de symbolisation. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les angles à partir desquels on peut observer le travail social. C'est là-dessus, c'est comme ça que je veux avancer avec vous. Mais à chaque fois en utilisant un auteur, ou 2. S'il y en a besoin, vous pouvez sans aucun problème demander à vos chargés de TD de revenir sur tel ou tel point. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec les TD qu'on a. Et alors, vous me demandez à moi directement et on réoriente. Oui, parce qu'il y aura un cours bonus aussi, ça je ne vous l'ai pas dit. Pendant les vacances, moi, je vous ferai un cours en plus. N'hésitez pas à demander un cours sur ceci ou sur cela parmi les thèmes qu'on a choisis. Parce que comme ça, vous aurez une vidéo supplémentaire et que vous pourrez regarder tranquillement chez vous. Voilà. Donc je reprends. Ce qu'on est en train de faire, c'est un examen le plus large possible des manières de produire, excusez-moi, des manières de produire, des manières de penser, des manières de sentir, des manières d'agir, etc. De tout ce qui peut faire social, de tout ce qui peut construire, afin vraiment d'élargir le spectre de votre sensibilité par rapport à ce que vous observez dans la vie de tous les jours. Être capable de porter une analyse sociologique en regardant des manières de penser, des manières de sentir, des manières de courir, des manières de danser, des manières de fumer, des manières d'agir, des manières d'argumenter, etc., etc., etc. Et on avait une discussion tout à l'heure sur la présence ou non de l'enseignement sur les luttes des classes, etc., dans les cours. Je vous parle, par exemple, depuis tout à l'heure des manières de penser. On peut faire l'hypothèse, par exemple, que les manières de penser sont différentes selon les classes. Et on peut faire l'hypothèse que des manières même
d'organiser ces réflexions, d'avoir un goût pour tel ou tel type de réflexion, tel ou tel type de pratique universitaire soit déterminé socialement. C'est ce qu'a démontré Bourdieu dans la distinction critique sociale du jugement de goût, où il démontre que, par exemple, les étudiants des classes bourgeoises sont très souvent dilettantes et capables d'avoir plusieurs disciplines en même temps. Ils aiment bien passer de l'une à l'autre, ils ont les parcours les plus chaotiques, pour des tas de raisons qui vont à la fois de ce que penser veut dire dans leur milieu, à par ailleurs une situation de sécurité sociale dans leur choix et dans leur chance objective de réussite qui leur permet cette forme de dilettantisme. Bon. Sur ce, moi j'en ai terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, on travaillera sur les manières de sentir. Voilà.